Notre traditionnelle conférence ou colloque du 20 novembre, chaque année pour la journée des droits de l'enfant, est aussi l'occasion de se rencontrer et de se parler, mais il faut quand même que nous fassions ce pourquoi nous sommes venus et que la conférence s'ouvre. Alors j'ai le plaisir de passer la parole à Madame la vice-présidente du Conseil départemental, Madame Lecordier, en charge de l'enfance, et donc qui va ouvrir ce colloque. Merci Madame. Merci Monsieur le Président de cette nouvelle fondation des nids. Alors peut-être c'est un signe, hein, mais c'est vrai qu'on c'est l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, donc ce thème est forcément bienvenu et vraiment en circonstance avec cette journée. Donc, mesdames et messieurs, les responsables de la Fondation, mesdames et messieurs, les éducateurs, les éducatrices, mesdames et messieurs, les intervenants et les intervenantes, mesdames et messieurs, la mémoire est l'avenir du passé, disait Paul Valéry dans ses mémoires, et la mémoire, c'est l'aptitude à se souvenir. C'est un témoignage, un héritage du passé. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'on grave les événements, les visages et les noms? On raconte aux enfants des contes, des légendes, des histoires dont ils se souviendront, mais on leur raconte surtout leur histoire. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Qui sont leurs parents? Parce que pour se construire pleinement et sereinement, l'enfant doit savoir qui il est et quelle est son origine. C'est cette histoire transmise qui permet à l'enfant de se construire, se structurer et acquérir sa personnalité. Malheureusement, tous les enfants n'ont pas cette chance, avoir des parents présents pour leur transmettre des repères et des éléments structurants. Ceux qui n'ont pas cette auspice de départ, et M. Marty me rejoindra sans doute sur ce point, ceux qui sont placés, ne sont pas condamnés à la souffrance éternelle ou à la quête perpétuelle de leur identité. Pour ceux-ci, c'est l'institution, et en particulier les éducateurs et les éducatrices qui doivent jouer ce rôle, qui doivent véhiculer des repères et assurer le développement, non seulement affectif, pour permettre à l'enfant de surmonter les épreuves de la vie, mais aussi intellectuel et social. L'institution n'a pas pour objectif de taire, de dissimuler une histoire, mais d'aider l'enfant à en construire une commune au sein d'un même lieu d'accueil. Alors pour se construire leur propre représentation de leur histoire, les enfants doivent effectuer un travail de dialogue dans une relation de confiance et d'appartenance. Parce que l'appartenance, ce que les psychologues appellent un clan, est essentiel pour l'enfant. Clan familial ou celui du foyer. L'important, c'est d'échanger et surtout de partager. Des racines fortes permettent de se créer une individualité stable et être placé ne signifie pas renoncer à cette individualité. De même, la résilience ne signifie pas l'oubli. C'est là qu'interviennent les institutions. Alors que le récit institutionnel n'a de cesse de renvoyer l'enfant à son douloureux passé, le récit autobiographique, lui permet le caractère introspectif. Il laisse entrevoir la promesse d'avenir qu'il contient, de la vie en communauté à la vie individuelle. L'institution doit faire office de passerelle, elle crée des liens entre les enfants résidents, liens qui sont plus qu'importants, puisqu'ils constituent une aide indéniable, un soutien conséquent, une épaule sur laquelle se reposer. Au-delà des liens créés entre les enfants, le lien avec les éducateurs et les éducatrices, lui aussi est essentiel au parcours de l'enfant. À cet égard, les éducateurs et les éducatrices dont je mesure l'extraordinaire travail sont aussi les garants et les garantes par leur témoignage et par leur action de la mémoire du passage de l'enfant en institution. Ils ont ce pouvoir fabuleux de la parole qui, combiné à d'autres outils visuels ou logistiques, permettent aux enfants de transformer leurs blessures en force, en art, en ambition, de les enraciner dans une existence saine et à l'horizon dégagé. Donc je tiens à rendre hommage à toutes les personnes qui travaillent sans relâche dans cette Fondation Lénie, parce que, en définitive, l'important pour l'enfant, c'est de garder des traces de qui il était pour comprendre qui il est et de pouvoir imaginer qui il sera. Je vous remercie et très bonne matinée d'échange et de travail. Merci Madame la vice-présidente.
Et, mesdames, messieurs, la Fondation Leni est donc heureuse de vous accueillir dans son annuelle conférence. C'est la 13e, et à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Alors, comme on peut se réjouir que ce soit le 30e anniversaire de la Convention internationale, et du coup on se sent un peu moins seul à penser qu'il faut célébrer le 30 novembre, parce que ça n'a pas toujours été le cas, le 20 novembre, pardon, ça n'a pas toujours été le cas. Et le premier des droits de l'enfant tombe sous le sens, c'est celui d'être un enfant, comme les autres. Ça fait déjà des lustres que notre fondatrice le disait, bien avant les traités internationaux, et au nom des valeurs qu'elle nous a léguées. Alors, sur ce point, nous n'avons pas changé depuis 85 ans. On a changé quand même un peu. D'ailleurs, vous découvrez aujourd'hui, comme nous sommes devenus une fondation d'utilité publique qui a remplacé l'association d'utilité publique que nous étions depuis de nombreuses années, vous avez pu découvrir le nouveau logo qui illustre effectivement notamment notre souci d'inclusion des enfants, quels qu'ils soient, dans la vie sociale, dans la vie de tous les jours, dans l'école, et par tous les moyens nécessaires. Et cette inclusion a toujours été et sera toujours notre dessein pour l'enfant. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le dessein, bien entendu. Il faut qu'il y ait pour chaque enfant une place, et il faut que chaque enfant puisse avoir sa place. Et j'en profite pour dire que la Fondation a travaillé avec le département depuis déjà de nombreux mois pour un contrat d'objectifs et de moyens qui était un engagement du département et qui va être tenu. Nous sommes au bout du chemin, nous allons aboutir, et c'est un signe aussi que le département et ce qu'on appelle le secteur habilité, les opérateurs de terrain peuvent, même si c'est difficile parfois, et nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout, mais le dialogue est là, nous y arrivons, et c'est une bonne chose parce que nous travaillons, comment dire, nous tirons ensemble la charrette pour que, dans l'intérêt des enfants et pour respecter du mieux possible, avec les moyens des uns et des autres, qui ne sont pas extensibles, nous essayons de respecter en effet les prescriptions de la Convention internationale. Et donc 30 ans hein, déjà. 30 ans de convention internationale relative aux droits de l'enfant. 30 ans et 10, 15, 20, 30 rapports parlementaires de commissions diverses, de conférences de consensus sur la convention, sur la protection de l'enfance, sans compter quelques avis particulièrement critiques parfois le comité de l'ONU pour les droits de l'enfant, et en réponse des lois majeures 2002, 2007, 2016, et puis cette année en octobre le plan du secrétaire d'État, stratégie pour la protection de l'enfance. 30 ans, beaucoup de rapports, et il reste tant à faire. Aussi, il vaudrait mieux peut-être ne pas avoir commencé la mise en place de cette stratégie en défaisant un article essentiel de la loi du 16 mars 2016, à savoir l'existence d'un Conseil national de protection de l'enfance, conseil qui avait simplement pour vocation de réunir l'ensemble des acteurs, alors ça va des départements au ministère de la Justice, des Affaires sociales, de la Santé, etc., et puis les grandes fédérations qui regroupent les associations de terrain, et puis des acteurs comme les chercheurs en protection de l'enfance, etc. Et ce conseil ne coûtait rien budgétairement, puisque nous y avons tous. J'y participe au nom de ma fédération, donc je sais, on nous remboursait même pas les billets de train. Donc ça veut dire que ça coûtait rien au budget de l'État. Donc c'est pas un problème budgétaire. On a décidé de lui couper la tête et sa mort est annoncée pour 2020. C'est incompréhensible, je dois dire, et ça commence mal pour une stratégie qui... Ce conseil a produit un certain nombre de choses, dont le fait que nous avons une meilleure connaissance, et j'ai particulièrement suivi moi ces travaux-là, nous avons une meilleure connaissance de
des enfants accueillis en protection de l'enfance, des décès par homicide d'enfants, etc., parce qu'on a mis autour de la table les acteurs qui font des statistiques et qui ne les font pas tous de la même façon. Et donc le Conseil a servi notamment à ça, c'est-à-dire à harmoniser et à prévoir dans le futur des moyens d'harmoniser, puisque l'action, on parle toujours de l'ASE, en réalité il y a l'ASE, c'est une par département, donc chaque département, effectivement, a mené sa politique, et c'est légitime, il n'y a pas à discuter ça, c'est légitime, sauf que pour les indicateurs, il faut qu'on se mette quand même d'accord. Ce Conseil servait à ça. Qu'est-ce qu'il remplacera? On ne sait pas, et c'est un peu dommage dans notre pays qu'on commence par fermer des choses avant d'avoir prévu ce qu'on allait ouvrir à la place. Et pourtant, il y a tant d'enfants qui sont au bord du chemin, qui se développent de façon chaotique, qui attendent des mois, voire des années d'être enfin soignés dans un CMP, des enfants dont personne n'a entendu ou vu des souffrances, qui sont des enfants à l'avenir bouché parce qu'on n'a ni prévenu ni compris ce qui leur arrivait. Et il faut plus qu'une stratégie ou des lois pour prévenir, limiter, réparer les violences intrafamiliales. Il faut une volonté politique, des moyens, qui ne sont pas seulement ceux des collectivités locales, qui font aussi avec les moyens que l'État lui laisse. Il faut de la cohérence, encore de la cohérence et toujours de la cohérence. Il faut cesser d'empiler des rapports sur des rapports, des textes sur des textes. Il faut peut-être retrousser ses manches pour mettre au service de l'enfance, c'est-à-dire au service de l'avenir, ce que la Convention internationale préconise. Le droit à l'identité, la continuité éducative, la santé et l'expression. Les enfants ont droit à la parole. Et si on les écoutait un peu? Et si nous, les adultes et les institutions, au lieu de nous faire concurrence, nous étions co-éducatifs, puisque la coéducation fait partie des projets, et si chaque enfant qui a besoin d'être assisté avait la possibilité, comme le veulent les textes réglementaires, si bien intentionnés qu'on ne les applique jamais, faute de moyens, si chaque enfant pouvait participer au projet qui est fait pour lui, quand il est fait. Les enfants seraient en droit, sont en droit, de nous dire à quoi bon signer des conventions internationales et faire des lois, si 30 ans après, c'est juste une façon de mettre en avant l'intérêt supérieur de l'enfant et aucun respect des droits élémentaires, dont le droit à l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire de la République, qui s'étend, je vous le rappelle, jusque de l'autre côté des océans. 30 ans ont passé, le chemin est encore infiniment long pour passer des intentions et des principes aux actes, même si beaucoup de choses ont été faites, et que peu à peu, des relations entre les institutions, le travail des associations et de leurs fédérations, sans compter quelques coups de gueule médiatiques de temps en temps, ont fait prendre conscience au gouvernement qu'il fallait et un ministre et une stratégie. La conscience n'y suffira pas, parce que c'est merveilleux d'avoir une stratégie pour les 1000 premiers jours ou le suivi prénataux et postnataux par les PMI, à condition qu'on nous dise comment vont surgir, comme par magie, des centaines de pédiatres et de puéricultrices, et de pédopsychiatres ou de psychologues et autres acteurs de santé pour faire ces suivis, quand on sait dans quel état sont les dites institutions, sans parler de la médecine scolaire qui est moribonde. Voilà, les acteurs de terrain, ils sont là, la conscience, ils l'ont, parce que les enfants sont là aussi. Alors, les nids n'ont heureusement jamais attendu pour promouvoir et mettre en œuvre au quotidien ce qui est essentiel à nos yeux. Les droits de l'enfant sont le cœur de ce que nous défendons pour chaque enfant qui nous est confié, pour un accompagnement temporaire, pour un hébergement temporaire aussi, pour un suivi sous une forme ou sous une autre. Notre projet, qui s'appelle projet associatif, nous étions encore une association, 2016-2020, qui porte la marque d'une réflexion collective et sur un mode interprofessionnel, est un projet qui contient déjà tout ce que la stratégie nationale annoncée contient. Et pour être sur le sujet d'aujourd'hui, voilà un extrait du projet associatif, et vous voyez qu'il y est écrit « Le droit de conserver dans le temps liens et traces de son histoire ». C'est le sujet d'aujourd'hui, comment cette mémoire, cette histoire de chaque enfant peut lui être confiée, comment on peut l'aider à garder ça et comment nous devons, nous, professionnels, travailler autour de cette question. Dans la stratégie nationale de prévention de protection de l'enfance 2020-2022, on y lit en effet donner aux enfants les moyens d'agir et garantir leurs droits et le principe de l'album de vie
physiques comme dématérialisées, reposent sur un coffret de recueil des événements marquant la vie de l'enfant et la naissance à son adolescence. Il comporte une partie narrative ainsi qu'une partie artistique. C'est merveilleux de mettre dans une stratégie nationale la description de ce qu'on doit mettre dans un album de vie. Je suis pas sûr. Le principe, il suffit. Et puis après, il y a les moyens derrière. On les attend. Et voilà les mesures annoncées qui vont avec ça. Généraliser la mise à disposition d'un album de vie pour chaque enfant à horizon. Alors là, je dois dire, j'ai bien lu 2 fois la phrase. Je ne sais pas ce que veut dire ce « à horizon ». Il doit y avoir quelque chose qui manque. Et vous pouvez, comme moi, aller le chercher sur le site du gouvernement. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Garantir la transmission, ça c'est intéressant, du dossier judiciaire intégral aux archives départementales et l'accompagnement par un professionnel pour permettre un accès à la personne concernée qui le demandera. Cette évolution impacte le fonctionnement des juridictions et celui des conseils départementaux. Alors il faudra peut-être négocier et avec les juges des enfants et avec les conseils départementaux pour mettre tout ça en place. Donc c'est plus vite dit que fait, et ça va être compliqué, puisque j'imagine que tous les départements n'ont pas pris les mêmes mesures sur la conservation des archives, ce qui, là aussi, c'est leur responsabilité. Donc ça va être quand même assez compliqué. Alors, nous sommes plus modestes, et nous avons mis, en réponse à ce que je vous montrais tout à l'heure, développer des livrets d'accueil spécifiques et adaptés pour les enfants, développer des outils garantissant une mémoire du passage de chaque jeune au sein des nids. On ne s'est pas amusé à décrire les outils comme dans le plan national, parce que les réalités sont pas les mêmes et que le suivi d'un enfant en milieu ouvert, à domicile, c'est pas la même chose qu'un enfant qui a été hébergé 1 an, 2 ans ou 10 ans dans une maison d'enfants. Donc ça ne peut pas être tout à fait les mêmes outils, on ne peut pas les décrire de la même façon. Pour ce qui est du livret d'accueil, je ne peux pas vous le présenter, on le regrette un peu, mais il est presque fini. Il y a eu beaucoup de travail autour, il commence à être élaboré, on y est presque, il y a un projet très très avancé, avec une mise en page, des dessins, une adaptation donc à des enfants d'abord petits, et puis on va décliner pour des enfants plus grands. Et puis, pour ce qui est des outils de mémoire, vous verrez tout à l'heure quand nous terminerons cette matinée, vous verrez dans des stands quelques-unes des réalisations des équipes d'ENI, bien sûr, mais aussi d'autres institutions qui nous ont fait l'amitié de venir ce matin et qui montrent que cet enjeu est heureusement un enjeu partagé et n'attendez pas la stratégie nationale. Alors, pourquoi cette attention portée à la mémoire ? Parce que c'est une évidence qu'un sujet humain, si petit soit-il, ne peut pas se développer sans son histoire. Fait partie, en fait, des incitations de la Convention sur l'identité. L'identité, ça suppose la mémoire, ça suppose de savoir d'où on vient et avec qui on a grandi. Et nous savons que les souffrances, les dégâts psychologiques que peuvent engendrer les secrets, les non-dits, parce que dans notre rôle d'accompagnement de l'enfant et de sa famille, et dans le but de respecter son droit à l'identité, son droit à être un sujet, et non le simple appendice d'une famille, plus ou moins capable de l'éduquer et de lui assurer un avenir, il faut d'abord l'aider à s'approprier son histoire, savoir qui on est, d'où on vient, quel a été son entourage, ses copains, les adultes référents. Tout cela constitue une trame affective et sociale indispensable à l'épanouissement. C'est encore plus vrai quand il faut, pour quelque temps, vivre dans une maison d'enfants, et il faut là reconstruire des repères et des liens. Être soi, c'est d'abord avoir le sentiment de continuité avec soi et donc avec son histoire et faire du lien même dans les ruptures nécessaires parce qu'elles sont protectrices. Il faut parfois en effet s'éloigner d'une famille qui n'est pas bien traitante. C'est un enjeu déterminant que cette appropriation de son histoire. Et si rien n'est jamais achevé et tout est toujours à perfectionner, nous avons souhaité dans cette matinée vous donner un aperçu du possible et de notre engagement. Notre engagement, c'est de faire en sorte que chaque enfant, dont nous avons provisoirement la responsabilité, puisse inscrire dans sa mémoire et dans des liens que nous avons souhaités pour lui, et fait du mieux possible pour l'aider à écrire cette page ou ces pages de sa vie avec nous, pour lui permettre et d'en garder la trace et de s'en servir pour bondir vers l'avenir. Ne l'oublions pas, dans cette journée qui est celle des droits de l'enfant, tous les enfants et chaque enfant est l'avenir du monde. Je le dis gravement à l'usage de nos responsables politiques et gouvernementaux. Ne pas investir dans l'enfance, ne pas donner les mêmes chances à tous les enfants dans tous les territoires de la République et sans aucune discrimination, c'est pas une erreur ou un déni de droit ou un mauvais calcul de priorité. C'est une faute. C'est une façon institutionnelle de ne pas bien traiter les enfants. Et je me réfère ici à ce que vient d'en dire le défenseur des droits. Et donc je remercie
très chaleureusement les orateurs de cette matinée à qui je vais céder la parole, Madame Anne-Marie Martinez, qui va nous parler du sens et des enjeux de l'album de famille, notre ami, si je me permet de l'appeler ainsi, Manuel Poirier, qui a si bien su filmer un enfant et restituer avec lui ce que c'est que d'être accueilli en protection de l'enfance. Et puis je salue nos 3 témoins, Stéphania, Akan et Jérémy, en souhaitant qu'un jour peut-être, comme aujourd'hui Hélène Delaunay et avant elle Yves de la Masselière, l'un d'eux puisse venir siéger comme administrateur de la Fondation. Nous sommes très attachés à cette continuité, à la présence de ceux qui ont été les enfants d'Eni pour transmettre et assurer la continuité de l'esprit de notre Fondation. Un dernier mot justement à propos de Madeleine Lecœur. Notre conseil de fondation comporte 2 représentants d'une association qui porte le nom de Madeleine Lecœur-Léni et qui a vocation à réunir aussi bien les bénévoles qui donnent leur temps pour les enfants que les anciens enfants accueillis ou suivis et tous ceux qui ont à cœur de soutenir l'œuvre de la Fondation et les droits des enfants les plus vulnérables. Si nous avons revu notre gouvernance, c'est dans l'esprit effectivement d'une collaboration avec des associations et d'avoir une gouvernance qui représente ce que nous sommes, y compris en assurant cette continuité de mémoire, et c'est donc très précieux que le conseil de fondation puisse bénéficier de l'avis de quelqu'un qui a été un enfant suivi en protection de l'enfance. J'espère que nous pourrons continuer longtemps sur cette route. Je vous souhaite une bonne matinée et n'oubliez pas donc à 11h30, peut-être minuit moins le quart, puisque nous avons pris un peu de retard, il y aura donc une présentation des travaux réalisés par les uns et les autres, par différentes équipes de différentes associations sur les albums de vie, cette source de mémoire que nous devons aux enfants dont nous nous occupons.